La paix de l'esprit et du cœur, j'espère que vous l'avez au moment où je vous parle, fidèles téléspectateurs de la WF1 TV. Merci de nous retrouver comme à chaque semaine pour faire le round-up de l'actualité. À chaque fois, nous choisissons 3 thèmes pour faire le tour de l'actualité de la semaine et pour cette semaine précisément, nous allons parler de la consommation des produits locaux et une politique étatique établie depuis 2012 au Sénégal où en est la promotion et les retombées. On parlera également de la 14e législature, hémicycle ou arène nationale, une guerre physique et psychologique pour ou à l'encontre des populations. 519 personnes ont trouvé la mort en 8 mois dans les accidents de la route. Quelles mesures pour une meilleure sécurité routière? Pour faire la ronde de toute cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Lamine Katibi Manga. Lamine, bonjour. Bonjour Madiguen, bonjour à Madame Wasso Tunkara et merci de nous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle qu'il est journaliste et chroniqueur. J'ai également beaucoup de plaisir à recevoir Madame Wasso Tunkara. Wasso, bonjour. Bonjour Madiguen et merci pour l'invitation. Merci à vous. Une petite présentation. Oui, je suis Wasso Tunkara, je suis formatrice en activisme artistique ou créative. Je suis fondatrice de l'association Sénégal Action Féministe qui travaille sur la recherche, la documentation et l'archivage du travail des féministes. Donc naturellement, je suis féministe et activiste. Nous commençons cette émission par présenter nos condoléances aux familles éplorées suite à l'accident de Kaffrine qui a occasionné 40 pertes en vies humaines et 3 jours de deuil national. Pour revenir au premier thème de cette émission, il s'agira de parler de l'hémicycle en tant que tel, l'Assemblée nationale sénégalaise. Bataille à la Jackie Chan, tentative de censure du gouvernement, censure de la motion de censure, une situation assez complexe à l'Assemblée nationale sénégalaise. Lamine Katibi Manga, que se passe-t-il finalement? Merci de nous recevoir sur ce plateau. Je voudrais, à travers cette tribune, présenter mes sincères condoléances au peuple sénégalais suite à l'accident qui s'est produit à Sikilo, tout en priant pour le repos des âmes. Également, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le courage, également les initiatives des populations de Kaffrine et environ, voilà, qui ont su saisir la nécessité de se rendre dans les hôpitaux pour faire les dons de sang. Également, je voudrais saluer les initiatives des khalifes généraux, plus précisément celui de Tivaouane, Seydi Aboubakar Mohamedou Mansour et Seydi Mohamedou Muntakha de Touba. Alors, Madiguen, revenant à votre question concernant la situation de l'Assemblée nationale. Alors, sincèrement, personnellement, moi, je ne suis ni surpris ni choqué de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, car on nous avait déjà annoncé les couleurs. Oui, la situation est un peu dramatique dans la mesure où beaucoup de personnes ne se rendaient pas à cela. Alors, on doit avouer que la mouvance présidentielle, en 2012, ils étaient à 125 députés. En 2022, ils se retrouvent à 82 députés. Donc, il y a juste un équilibre des forces. Et de l'autre côté, si on se sent assez fort, si on se sent assez structuré, si on se sent en tout cas assez motivé pour pouvoir affronter une mouvance présidentielle, inévitablement, il y aura des changements. Oui, il y a un changement de paradigme parce que nous tendons vers des élections en 2024 et qu'il y a une autre partie qui voudrait prendre le pays, qui voudrait diriger le pays. Avec ces perspectives, nous avons une opposition qui est tout à fait radicale, avec des profils qui diffèrent. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des confrontations. Et au fur et à mesure que nous avançons, on va comprendre que il y a 2 partis qui se confrontent, il y a 2 partis qui partent vers des perspectives de 2024 et chacune des parties voudrait prendre le pays. Donc inévitablement, il y aura des confrontations. Merci Lamine, mais est-ce que ce radicalisme des 2 côtés n'est pas la cause de tous ces dérives qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Bien évidemment. Dans la mesure où, dans une certaine position, s'il y a beaucoup de radicalisme, on aura des difficultés à accepter l'autre, on aura des difficultés à saisir certaines opportunités, dans la mesure où l'Assemblée nationale devrait être un espace de dialogue, un espace d'échange. Mais s'il y a un certain radicalisme dans le champ, ça va causer des conséquences qui ne vont pas plaire au peuple sénégalais. N'est-ce pas une déception de la part de la population, Madame Wasso? Aujourd'hui, on a vu cette mouvance des jeunes pour aller voter, pour aller donner la voix à d'autres personnes pour une bonne représentation et on se retrouve avec un hémicycle vraiment avec beaucoup de désordre. Alors moi, je dirais qu'il y a du désordre dans toutes les assemblées, on va dire, nationales. Donc ça existe partout. Et c'est juste que nous, Sénégalais, on a tendance à idéaliser nos espaces, surtout politiques. Mais la politique ici au Sénégal a toujours été très violente. Moi, je voudrais peut-être axer mes réflexions sur la présence des femmes à l'Assemblée et sur aussi le comportement des hommes, en fait.
Alors, pour moi, c'est une continuité déjà, parce qu'on a assisté lors des élections législatives, par exemple. Ici au Sénégal, on a vu qu'il y a toujours eu des formations politiques en fait qui refusent de respecter la loi sur la parité. Et malgré les sanctions de l'ONP, ils continuent. Même après les élections locales aussi, on a tous et toutes vu qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mairies qui ne respectent pas du tout la parité dans la formation de leur bureau en fait. Et donc pour moi c'est une continuité qui est là et qui fait que aujourd'hui au niveau de l'Assemblée on a tendance, ce n'est pas une tendance, il y a un désordre qui est là. Ce que monsieur a dit aussi est vrai parce que ils veulent tous coûte que coûte se préparer aux prochaines élections présidentielles. Donc oublions que voilà, avant 2024, il y a énormément de choses. La population avait des attentes et malheureusement, chaque jour que Dieu fait, bien vrai qu'il y a des choses, ils sont en train de travailler, mais pour la plupart, quand on regarde l'Assemblée nationale, on a tendance à être déçu. Et toujours du côté des femmes, moi je magnifie parce qu'il y a une nette évolution. 44% des sièges sont aujourd'hui occupés par des femmes. Mais il y a une évolution si on revient sur l'histoire. Par exemple, en 2012, il y avait 42,7% de femmes, soit 65 femmes sur 150 hommes. En 2017, 41,8 femmes, soit 69 sur 165. Et en 2022, on a 44,2%, soit 73 femmes. Alors que nous cherchons encore à atteindre peut-être les 50%, mais nous n'avons pas encore, mais nous allons y arriver. Et donc pour moi, cette violence aussi, parce qu'il y a une violence réelle qui est là envers les femmes qui sont à l'Assemblée. Tout le temps, on est en train de les juger sur leurs capacités. On est en train de leur juger sur les compétences. Est-ce qu'elles ont les compétences qu'il faut pour étudier les lois, pour faire des propositions pertinentes? Alors que ces questions ne se sont jamais posées quand il s'agissait que des hommes. Et c'est partout, ce n'est pas seulement au niveau de l'hémicycle que les questions se posent. Je suis bien d'accord, beaucoup de questions se posent, mais est-ce que ça n'a pas un rapport au comportement aujourd'hui que la femme a à l'Assemblée nationale? Bon, je ne vais pas citer de nom, mais on voit aujourd'hui beaucoup de dérives, si je peux les appeler ainsi, de la part des femmes. On se dit une députée jongama, on te dit une députée qui vient, qui parle de choses, je sais danser, bon, je peux citer une longue liste, mais aujourd'hui, est-ce que ça ne reflète pas, peut-être, ça ne suscite pas de doute par rapport à la capacité et à la présence des femmes à l'Assemblée nationale? Alors, une députée jongama, je dirais plutôt que c'est une lecture d'une autre personne qui regarde la députée. Et nous sommes des Sénégalaises, en fait. On a toujours magnifié la femme sénégalaise de par son apparence, de par l'importance qu'elle donne à ses habits et qu'elle aime la posture qu'elle a en fait. Et donc je pense que ça n'a rien à voir avec la compétence parce que l'Assemblée nationale fonctionne par commission. Et en commission, il y a du travail qui se fait. On ne nous communique pas, ils ne communiquent pas sur ce qui se passe là-bas. Maintenant, après, il y a des plénières. Et les plénières ont une certaine manifestation en fait. Même les hommes, il y a des hommes qui, quand ils ont la parole, choisissent de comment ils veulent convaincre en fait les autres députés. Et je pense que juger les femmes de par leur discours, comment elles parlent, je pense que c'est un peu sévère, ça ne se passe pas. Et il y a une volonté à nuire à la femme députée en fait, à l'image de la femme députée, parce qu'il y a des hommes aussi qui tiennent des propos, je ne veux pas faire la comparaison des mauvaises choses, mais il y a des hommes en fait qui sont à l'Assemblée et qui tiennent des propos vraiment très incorrects qui ne sont jamais publiés. Mais à chaque fois qu'il s'agit d'une femme qui fait une dérive, mais une petite, hein, vraiment, et on retrouve la vidéo au niveau des réseaux sociaux et tout le monde commence à parler. Bon, je pense que parfois on peut voir des vidéos sur les hommes aussi, il arrive, mais c'est pas trop scandaleux. Donc ça, c'est limite le point de vue de la société. Mais moi, par rapport aujourd'hui à la tenue, à un discours, parce que la communication aussi, c'est vestimentaire, mais c'est aussi la parole. Donc on juge une personne à travers le discours qu'il peut tenir en plénière à l'Assemblée nationale. Donc quand vous dites que on ne peut pas les juger à travers le discours, là je ne suis pas vraiment d'accord.
Oui, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre droit le plus absolu. Bien sûr. Mais chacune a sa manière de voir, en fait, dans le discours de la personne, ce que la personne veut dire, ce que la personne veut communiquer et comment est la personne, en fait. Et je pense que les femmes aujourd'hui députées viennent de très loin. Elles se sont battues, en fait, pour ne serait-ce qu'exister au niveau des listes. Elles se sont battues pour être... elles méritent, en fait, leur place. Et je pense qu'elles abattent un travail extraordinaire. Je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, peut-être ce qui reste, c'est vraiment se concentrer sur les questions qui concernent les femmes. Et on comprend, en fait, parce que les formations politiques ne les... Je reviendrai vers vous par rapport à ça. Juste de lancer Lamine Manga par rapport à ses propos, par rapport au discours, à la présence de la femme dans l'Assemblée nationale. Comment vous voyez ça? Alors, je voudrais juste revenir sur quelques points qu'elle a cités qui sont très importants. D'abord, ce qu'elle a dit, que nous, Sénégalais, on voudrait idéaliser notre champ politique. Nous, Sénégalais, on voudrait se donner, en tout cas, un certain caractère. On se dit que voilà, notre politique ne devrait pas avoir ça. Dans toutes les assemblées nationales, il y a des bagarres, il y a des gens qui s'insultent, il y a des gens qui se disent n'importe quoi. C'est partout dans le monde. Récemment, en Turquie, il y a un député qui est envoyé aux urgences pour une bataille qu'il y a eu au sein de l'hémicycle. On a vu aux États-Unis. Voilà, il faudrait que les Sénégalais aussi comprennent que l'Assemblée nationale ne devrait pas, en quelque sorte, devrait être un bureau où tout le monde vient bien habillé, on se parle comme ça. Il y a des choses qui devraient se régler. Et quand on règle quelque chose, il y a une divergence d'idées. Il y a des gens qui ont des opinions. Et tout le monde ne pourrait pas être d'accord sur des points. Alors, limiter la femme en quelque sorte à ses formes physiques, c'est juste une certaine ignorance dans la mesure où aujourd'hui, quand on part à l'école, les personnes qui font les performances, ce sont les filles. Aujourd'hui, les matières scientifiques sont dominées par les filles. Où sont les hommes? Donc c'est une interrogation qu'on se pose, c'est une interrogation en tout cas que je me pose moi-même. Donc aujourd'hui, ce qui est tout à fait logique et normal, c'est d'admettre que la femme est en train de faire un travail important et que les femmes sont en train aussi, en tout cas, de prendre de l'élan, et c'est tout à fait quelque chose que nous devons encourager. Alors, à l'Assemblée nationale, tout le monde insulte. Les hommes et les femmes. Donc si à un certain moment, voilà, on voit qu'on est en train de publier à tout instant les insultes des femmes, là je voudrais interroger en tout cas Wasso, est-ce que ces femmes aussi ont une certaine formation politique, voilà, pour pouvoir s'adapter? Ces femmes, est-ce qu'on a une certaine formation politique pour pouvoir apporter un plus à l'Assemblée nationale? Est-ce que ces femmes aussi ont une certaine, en tout cas, un certain soutien, voilà, derrière avoir une grande organisation des femmes pour les propulser? Parce qu'à l'Assemblée nationale ou bien dans la politique au Sénégal, quand on voudrait avoir un électorat, on part vers les femmes. Quand on voudrait influencer les hommes, on part vers les femmes. Donc aujourd'hui, est-ce que ces femmes ont une certaine formation? Est-ce que ces femmes sont encadrées? Est-ce que ces femmes sont assez bien organisées, voilà, pour pouvoir répondre à ces attentes de la population sénégalaise? Alors, je ne suis pas une femme politique. Déjà, je ne suis membre d'aucune formation politique, mais je pense qu'elles ont la formation. Maintenant, la formation n'est jamais assez, on va dire. On en apprend chaque jour, à tout moment, mais la formation n'est jamais assez. Mais je pense qu'elles en ont et qu'elles savent, en fait, elles comprennent comment la politique ou bien le milieu politique sénégalais fonctionne, en fait. Maintenant, il y a nous, Sénégalais et Sénégalaises, en fait, qui ne sont pas dans ces formations, peut-être qui ne comprennent pas comment marche, en fait, cet espace, comment les femmes font pour exister, comment elles font pour montrer leurs compétences, peut-être on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, et que vous l'avez dit tout à l'heure, quand il s'agit de mobiliser, quand il s'agit de convaincre les gens à aller voter, les femmes y arrivent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, en politique, sur la base, quand on parle de politique réellement? C'est avoir cette capacité-là, ce pouvoir de parler, de convaincre la personne jusqu'à l'amener à adhérer à notre idéologie ou au programme que nous proposons. Et je pense qu'elles y arrivent. Maintenant, peut-être ce qui reste, c'est un accompagnement. Et l'accompagnement s'actualise, se fait au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, limiter la femme à son physique ou à son habillement, c'est vraiment mal connaître la femme. Et ça n'encourage pas, en fait. Et je me dis que la femme sénégalaise a toujours été présente. Hein. Mais peut-être que c'est l'histoire du Sénégal qui a délibérément effacé les parties où la femme a su jouer. Je ne parle pas dans le néant. En 1958, on va dire, quand les hommes se préparaient, l'histoire nous dit que les porteurs de pancartes étaient des hommes, alors qu'il y avait énormément de femmes. Les moments de l'indépendance. Les moments de l'indépendance. Il y avait énormément de femmes. Quand il s'agit de demander à ce que la femme puisse aller voter, puisqu'on parle de politique, il y a eu une femme
qui a barré la route et qui a, c'est Antassar qui a barré la route et qui a imposé aux colons que si les femmes sénégalaises ne votent pas, les autres femmes européennes présentes au Sénégal n'allaient pas voter. Donc les femmes se sont toujours, et ont toujours questionné le fonctionnement en fait de notre espace politique et l'organisation de notre société. Donc elles comprennent en fait. Et donc si aujourd'hui on voit l'hémicycle, comment elle fonctionne, on se dit ah non, ces femmes-là ne sont pas à leur place parce que tout simplement elle a été généreusement on va dire est naturellement bâtie, entre guillemets, par la nature, on va dire. Elle s'habille bien. Et les djongoma, nous sommes au Sénégal. Mais toutes les femmes veulent être djongoma. Maintenant, entre guillemets, ça dépend de comment on voit la djongoma. Quand elles parlent, en fait, je vais me répéter, mais quand elles parlent, elles arrivent à défendre leurs idées. En politique, nous sommes en politique. Ils sont à l'Assemblée. Comme on dit à Wolof, Assemblée, il faut que mériter ce place et elles y arrivent. Peut-être c'est l'accompagnement qui continue. Maintenant, parlant de formation politique et d'école politique, est-ce que ça existe maintenant? Moi, je savais que, par exemple, du temps du PDS, il y avait l'école du parti. Avec le PS, je veux dire, il y avait l'école du parti. Abdoulaye Wade, maintenant, est-ce que APR, est-ce que ça existe? Est-ce que les autres formations politiques, les nouvelles, est-ce que ça existe? Et alors même jusqu'à la société civile, parce qu'avant c'était très compliqué de trouver des femmes qui se disent activistes et qui s'affirment, qui vont au front directement, les questions se posaient, mais maintenant les choses commencent à changer petit à petit. Je pense qu'on peut y arriver. Et je pense qu'il faudrait peut-être plus encourager les femmes et les accompagner que les stigmatiser et les juger. Juste pour apporter plus d'informations par rapport à cette formation, on a eu la chance de recevoir Madame le maire de la commune de Cambérène, Nafissi Nsamb, qui a vraiment tenu à éclairer qu'il y a des formations qui se font toujours au sein des différents partis pour aider les jeunes, notamment les femmes, à plus s'investir dans la politique, à faire des choix simples par rapport, convictionnés, je dois dire, par rapport à leur tenue dans l'arène de la politique. Donc c'est une information par rapport à ce que vous demandiez. Donc je reviens toujours par rapport au choix de la femme qui représente la femme à l'Assemblée nationale. Donc on ne sera pas très d'accord aujourd'hui sur ce plateau, mais j'ai l'impression qu'il y a un mauvais choix. Par exemple, on met quelqu'un dans la liste juste pour qu'il y ait une femme dans la liste parce qu'on dit qu'ils doivent respecter la parité. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'elles sont réellement là pour le combat, pas pour le combat des femmes, mais déjà de la zone qu'elles représentent, et après pour le combat des femmes aussi. Bon, je lance la question à tous les deux, je ne sais pas qui va répondre en premier. Alors, je pense que là, ça va brosser un tout petit peu, là, quand on parle du choix de la représentativité. Vous savez, en politique, il y a quelque chose que les gens mettent devant, c'est le poids politique. Il y a des gens qui savent influencer, il y a des gens qui ont une grande foule derrière elles. Mais est-ce qu'en termes de compétences, il y a le bagage intellectuel que les gens ont besoin. Est-ce qu'aussi on peut être bien intelligent, on peut être bien compétent, mais on peut ne pas avoir une base politique. Donc si aujourd'hui il y a quelque chose qui se confronte, parce que quand on voit quelqu'un, en tout cas, exemple, quelqu'un qui récompense les résultats à une élection pour changer quelqu'un qui est bien compétent. Moi, je n'ai jamais été d'accord quand on a changé Eva Marie Coll Seck au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que c'était en quelque sorte quelqu'un qui connaît le milieu, quelqu'un qui a toujours été là dans ce milieu. Donc si on change cette personne pour remplacer quelqu'un... Qui a fait des résultats. Qui a fait des résultats. Donc si on change cette personne, voilà, pour remplacer quelqu'un sur la base de ces résultats politiques, ça devient un tout petit peu problématique. Oui, le choix, on a toujours des problèmes. Parce que nous, quand on choisit, on ne prend pas la forme normale de la pyramide. Choisir, ça devrait partir de la base pour arriver vers le haut. Mais nous, quand on choisit, il y a quelqu'un qui est en haut qui choisit pour ceux qui sont en bas. Donc, il y aura tout à fait... C'est par rapport aux couleurs du parti. Voilà, c'est par rapport aux couleurs du parti. C'est la population elle-même qui devrait choisir. J'ai bien aimé quand on a permis aux populations de choisir directement leur maire au suffrage universel. Parce que c'est ce qui va permettre aux gens de comprendre que cette population-là a choisi cette personne. Donc, si ça part du bas vers le haut, ça pourra donner un résultat. Mais si c'est le contraire, bon...
Peut-être il y a quelqu'un qui va choisir quelqu'un parce qu'il l'aime bien, qu'il l'adore bien, parce qu'ils ont des relations particulières, mais ça ne pourra pas arranger la population parce qu'il n'y aura pas ce rapprochement entre la population et son leader, ce rapprochement entre la population et son représentant. Et quand on représente une population, il doit y avoir une accessibilité, que les gens puissent vous voir, que les gens puissent vous contacter quand ils le souhaitent, parce que c'est vous qui avez décidé de prendre leur voix et de les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement, et ça pose problème. Nous qui sommes journalistes, parfois c'est difficile d'avoir accès à un député. Tu appelles pour une information précise, c'est compliqué. Et des rendez-vous non tenus, il y en a beaucoup de rendez-vous qui ne respectent pas du tout. Bon, une petite digression qui est utile. Je vous laisse peut-être répondre à la même question. C'est à la représentativité. La représentativité, le choix de la représentation. Alors, c'est pareil du côté des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont formés dans le tas, on va dire, à l'Assemblée. Avant, tous les hommes politiques n'ont pas eu la chance, en fait, de suivre une formation politique. Qu'on t'explique comment fonctionne l'Assemblée nationale, qu'on t'explique comment fonctionne le milieu politique sénégalais, en fait. Et donc, pour moi, je le prends et pour les hommes et pour les femmes, en fait. Maintenant, est-ce qu'elles méritent? Oui, je pense. Est-ce que... par exemple, on a choisi une femme parce qu'on devait mettre une femme. Je dirais non. Parce que les hommes, aujourd'hui, peinent à laisser même cette place-là à une femme, en fait. Donc, ils ne choisissent pas n'importe qui. Ils le savent. Déjà, même pour être... c'est très difficile pour les femmes d'entrer dans ce qu'ils appellent la formation des cadres, en fait, ou la réunion des leaders. Je ne sais pas, ils utilisent un terme comme ça, la conférence des leaders. Et je pense que beaucoup de décisions se prennent à ce niveau. Et je pense qu'ils choisissent. Et moi, les femmes que j'ai vues jusqu'à présent, je peux donner beaucoup d'exemples de femmes. Il y a Yaya Diallo, par exemple. Quand cette femme parle, on comprend et on voit réellement qu'elle a le niveau, en fait. Et je peux citer tant d'autres. Il y en a beaucoup qui sont là, qui ont le niveau. Oui. Récemment, Waressar, elle faisait un plaidoyer, autant pour moi, par rapport à l'hôpital d'Al Djam. Et c'est des choses importantes qu'elles sont en train de faire. Je suis bien d'accord avec vous. Effectivement. Donc, aujourd'hui, se demander si... Ça, c'est l'argument, en fait, des hommes qui ne sont pas d'accord avec l'existence de la loi sur la parité. Donc, on dise que, oui, c'était juste un cadeau que le président Abdoulaye Wade a voulu faire aux femmes pour les avoir, en fait, afin qu'elles puissent voter pour lui. D'autres disent que oui, c'est très facile parce que finalement, les femmes ne vont pas se battre pour mériter leur place. On va mettre juste une femme pour respecter la loi. Ce qui est totalement faux, en fait. Connaissant la réalité des partis politiques, connaissant comment se passe réellement la confection des listes, en fait. C'est très compliqué, surtout quand ils vont en coalition. Quand ils vont en coalition, c'est très compliqué parce que tout le monde aujourd'hui veut être député, mais être député aussi, c'est une place au choix. Hein. Il y a beaucoup d'avantages, même si les femmes travaillent, même s'il y a du travail. Encore que le travail d'un député, ce n'est pas seulement parler à l'hémicycle. Hein. Il y en a qui partent au contact des populations. Des remontées d'informations. Voilà. Moi, j'ai maintes fois vu la députée Mame Diarra Fam aller directement à la rencontre des populations, faire le travail de député, faire des constats et remonter les informations, comme tant d'autres en fait. Et donc, je me dis que ce citoyen-là qui ne regarde les femmes députées qu'au moment où elles sont en plénière et qu'elles prennent la parole, mais rate beaucoup d'informations sur le travail et qu'elles abattent en fait. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas choisir une femme pour juste mettre la femme à cette place-là. Et peut-être qu'il faudra donner le temps à ces nouvelles députées, le temps de se familiariser avec le fonctionnement de l'Assemblée, le temps de s'approprier carrément du travail, tout ce qui les attend. Comme ça a été donné aux hommes. Les hommes ont été très indulgents aux autres hommes qui venaient d'arriver. Ils les ont accompagnés. Ils ont essayé de cacher leur incompétence, on va dire, jusqu'au jour où ils sont devenus peut-être le meilleur profil attendu comme député. Donc, ils apprennent en essayant par rapport à notre sort. Moi, je ne suis pas d'accord que ce soit un homme ou qu'une femme, qu'on puisse donner à quelqu'un une responsabilité
capacité de député et on lui dit va apprendre en essayant. Mais il n'y a pas d'école pour être député au Sénégal, à ce que je sache. Mais il faudrait donc une meilleure formation, une formation adaptée aux besoins du pays. Oui, mais beaucoup de choses se font, beaucoup de personnes se forment dans le tas dans ce pays. Oui, je sais que ce soit dans le journalisme, mais c'est une responsabilité quand même que d'avoir toute une localité, la charge de remonter des informations de toute une localité, de créer des solutions pour toute une localité. Effectivement. Et d'apprendre dans le tas. Vraiment, c'est... Mais quand on dit d'apprendre dans le tas, ça ne veut pas dire que tu viens avec zéro compétence. Non, il y a des choses qu'on ne connaît et qu'on apprend que quand on est au fait des choses, en fait. Ça, c'est dans tous les métiers, en fait. Et donc, tu viens avec quelque chose, c'est-à-dire, tu as la capacité d'écouter, tu as la capacité de comprendre ce que les problématiques que la population te soumette. Tu as la capacité aussi de remonter l'information. Maintenant, en groupe, parce que c'est des commissions, ils ont aussi la capacité de proposer des solutions. C'est ce qu'on demande à un député. Je reviendrai à ces propositions-là. Je vous laisse peut-être rebondir par rapport à ça. Voilà, je voudrais juste revenir en ce qui concerne la présence des femmes. Alors aujourd'hui, quand on parle, on dit qu'on choisit des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il ne faudrait pas que les femmes elles-mêmes prennent leurs initiatives? Il y a combien de femmes chefs de parti? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand les élections s'approchent, on voit des femmes qui sont bien présentes. Oui. Sur des listes, parfois il y a des femmes qui annoncent le candidature. Moi, j'ai entendu Ndella Madior Diouf annoncer sa candidature pour les présidentielles de 2024. J'aime bien. Oui. Il faudrait aussi qu'il y ait des femmes qui demandent le suffrage des Sénégalais. Il y en a eu Aïssata Tall Sall. Voilà. Au finish, elle s'est rangée derrière quelqu'un. On a vu Amsatou Sow Sidibé, le professeur, beaucoup de respect pour elle. Mais au final, elle s'est rangée derrière quelqu'un. Mais quand est-ce que les femmes elles-mêmes vont prendre l'initiative de continuer à diriger leur parti? Juste parce que quand il y a coalition, dans la plupart du temps, il y a les hommes qui sont au devant de la scène. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, il y a combien de femmes? Moi, je connais... c'est une volonté des hommes. Ils ne veulent pas que les femmes soient présentes dans des instances de décision. Mais c'est aux femmes de s'imposer. Mais quand les femmes aussi... Mais quand le parti ne t'appartient pas, quand le parti ne t'appartient pas, quand le parti a un fonctionnement, tu es obligé de te ranger. Ça s'appelle discipline de parti. Je ne suis pas politicienne. Je parle. Une fois, une politicienne m'a appelée me disant « Oui, en tant qu'activiste, vous devez aussi lutter pour nous. » Ma réponse était oui, nous ne disons pas que nous n'allons pas lutter pour vous. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a lieu de sensibiliser ou d'encourager, nous le faisons. Mais il y a des choses que vous, femmes, qui êtes dans ces partis-là, que vous devez faire. C'est vous, parce que nous qui sommes à l'extérieur, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et donc, ce sont ces paramètres-là qui bloquent les femmes. Et parmi les paramètres, le soutien des femmes entre femmes. Parce que moi, j'ai eu à recevoir beaucoup de femmes ici sur le plateau qui vous disent, dans le milieu de la politique, la femme va préférer voter pour un homme que de voter pour une autre femme pour un même poste. Oui, mais ça se comprend. Ça, c'est le travail du patriarcat. Ça, c'est le travail du patriarcat. Le système patriarcat fonctionne comme quoi que il donne un profil efficace ou un profil unique à diriger. C'est-à-dire, c'est l'homme qui doit diriger, qu'on le veuille ou pas. On nous a fait croire que même dans l'éducation, même au niveau des tâches domestiques, on nous a fait croire que la femme a une place et a des limites. L'homme a une place mais n'a pas de limite, qu'on le veuille ou pas. Je donne juste un exemple. Quand on était très jeune, on est homme, la maman a un garçon et une fille. Au retour de l'école, le garçon, il va soit jouer, c'est-à-dire il est en train de s'épanouir, ou bien il va dormir. Mais la jeune fille, qu'est-ce qu'on lui dit? Termine le repas. Tu n'as pas le droit de te reposer pour dormir. Ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, et c'est comme ça en fait, c'est une éducation. On nous a fait croire que choisir une femme aujourd'hui pour diriger, nous n'en sommes pas encore là. Cette femme-là n'a pas encore de compétences. Notre société a du mal à encourager les femmes. Nous sommes toujours en train de remettre en question les compétences des femmes. Est-ce qu'elle va y arriver? Non, il lui reste non. Est-ce qu'elle parle bien? Non. Est-ce qu'elle va comprendre? Alors que cette femme n'a besoin que de
oui, tu vas y arriver. Parce qu'il y a des choses, en fait, qui dépendent de nous. Mais il y a d'autres choses qui dépendent de l'écosystème dans lequel et de notre environnement. On a tous besoin d'être encouragés. Effectivement. On a tous besoin d'avoir confiance en nous. Et des fois, pour avoir cette confiance-là, on a besoin qu'une autre personne ou autre chose nous le dise pour qu'on continue d'exister. Une forme de validation, voilà. en quelque sorte. Et par rapport à ces femmes-là qui ont leur parti politique, moi, je les encourage. C'est pas facile. Parce que c'est la société sénégalaise qui n'est pas encore prête à accepter qu'il y ait une présidente. Regardez, quand Mame Madior Boye a été la première ministre au Sénégal, mais c'était très compliqué pour certains hommes même d'accepter qu'il y ait une femme à ce stade-là de responsabilité et de place importante, en fait. Et donc, c'est ça. Mais on va y arriver, on va continuer, parce qu'on voit aujourd'hui les femmes sont acceptées, qu'on le veuille ou pas, à l'Assemblée, et elles font un travail extraordinaire. Et le Sénégal est en avance sur les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, nous sommes 4e au niveau africain, et je pense 21e ou 18e au niveau mondial. Je pense que c'est extraordinaire et c'est à saluer. Moi, en tout cas, j'encourage ces femmes et que c'est très compliqué pour ces femmes-là sur le plan, on va dire, financier, et sur d'autres plans, de maintenir leur parti, d'avoir des partenaires. C'est vrai que ce n'est pas une excuse, c'est là où le travail devrait se faire. Continuer à insister, rester sur ces partis, faire tout pour avoir des partis politiques qui appartiennent aux femmes avec des programmes et aller à la rencontre des populations au lieu de travailler pour les hommes et après élire des hommes qui ne s'inquiètent même pas du sort des femmes sénégalaises. Effectivement. L'ami Katibi Manga, peut-être une petite suggestion par rapport à ce qu'il a dit. Bon, en tout cas, on aurait bien aimé avoir un bloc solide de femmes. Parce que la politique, c'est beaucoup de pression. La politique, c'est beaucoup de femmes, c'est beaucoup d'allers-retours. La politique, c'est beaucoup d'échanges. La politique, c'est beaucoup d'ouverture. En tout cas, on aurait bien aimé avoir un bloc solide, avoir une femme qui dirige un parti du début à la fin jusqu'à atteindre le suffrage des Sénégalais et devenir présidente de la République. Pourquoi pas? On aurait bien aimé avoir ça. Oui, c'est parce que depuis 1960, on essaie avec les hommes. Il faudra aujourd'hui essayer avec les femmes pour voir Ils nous ont largement montré leurs limites. Effectivement. Donc, scandale sur scandale, c'est à nous de prendre les rênes et d'aller au-delà de ce qui est déjà fait. Je rappelle que vous regardez votre émission La Loupe qui vous fait le round-up de l'actualité hebdomadaire. Nous allons faire un autre tour de manche pour parler de promotion du consommé local. Je l'ai dit tantôt, c'est établi dans nos politiques publiques depuis 2012 où en sont les avancées et les retombées. Lamine Katibi Manga. Merci Madjiguène pour ce thème en tout cas ô combien important qui parle de la consommation locale. La consommation locale, c'est quelque chose en tout cas qui est au cœur de notre économie. C'est le poumon en tout cas de l'économie intérieure du pays. S'il n'en est pas en tout cas la moyenne épinière dans la mesure où c'est le contact direct de la population avec ses producteurs, c'est le contact direct de la population avec les recettes, voilà, que nous puisons de cela. Oui, en tout cas, quand il y a une bonne politique de la consommation locale, les ménages vont en tout cas faire ce qu'on appelle le sacanage chez nous parce qu'il y aura moins de taxes, il y aura beaucoup plus d'accessibilité avec les produits, avec les services, donc c'est tout à fait important et avec des politiques d'accompagnement, on aura beaucoup plus d'avantages à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons directement. Effectivement, je m'adresse à Wassou en tant que femme. Est-ce que vous utilisez généralement les produits qui sont faits ici au Sénégal? Oui, je les utilise. Ce que je porte est fait ici au Sénégal. Donc, et je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans nos artisans et je pense que peut-être c'est le prix, peut-être qui est peut-être un peu cher pour certains Sénégalais, mais peut-être qu'il y a lieu de se poser beaucoup de questions par rapport à la matière qu'ils utilisent et comment ils travaillent, si ça se fait à la main, le temps de travail, est-ce que c'est pris en compte? Vous voyez, est-ce que aussi les ressources, comme vous dites, existent ici au Sénégal? Ou est-ce que c'est importé? Ou est-ce que ça coûte trop cher? Je pense que tous ces paramètres-là devraient être pris en compte. Mais est-ce que aussi la population sénégalaise fait partie de leur cible aussi? Parce que je pense que ces artisans vivent avec nous, sont des Sénégalais, ils comprennent la cherté de la vie, ils comprennent les difficultés. Et peut-être s'ils choisissent leur prix et que tout le temps, c'est la réclamation qui vient tout le temps.
les prix sont trop chers, nous on veut bien utiliser le consommé local, mais on ne peut pas parce que tout simplement c'est trop cher. Mais je magnifie quand même beaucoup d'initiatives qui vraiment visent à porter le consommé local. Je pense que le président de la République a fait un post la dernière fois. D'un artisan sénégalais qui confectionne des valises et sacs. Oui. Je pense que c'est très bien. Il y a aussi Khalil Cissé qui fait le Djaba, un événement qui fait la promotion de l'artisanat qui est vraiment très bien. Et il y a les initiatives des femmes autour des promotions du consommé local et transformations céréalières, entre autres produits qui sont faits ici au Sénégal. Effectivement. Et je pense que oui, sur ce plan, sur le plan de l'alimentation, je pense que les prix sont quand même acceptables et qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Moi, par exemple, partisane du moindre effort, j'utilise souvent ces produits-là, que ce soit pour le thierry, pour le arao, que ce soit... oui, et je pense que c'est à encourager. Ça donne aussi une autre possibilité de trouver du travail, surtout pour la jeunesse et aussi pour les femmes, qu'elles puissent montrer leurs compétences et qu'elles puissent valoriser ce travail domestique-là, on va dire, sur le plan alimentaire, qui n'est pas rémunéré et qui devrait l'être. Effectivement. Lamine Manga, est-ce que cette cherté de prix dont elle parle n'est pas la résultante du manque d'industrialisation? Elles sont obligées de tout faire à la main et nous le savons très bien, un travail manuel, ça se vend cher. Bon, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que si on part en Gaï, là, on confectionne les ceintures. S'il y avait beaucoup plus de matière, s'il y avait beaucoup plus de machines, parce que les gens là-bas, ils travaillent avec la main, ça prend beaucoup plus de temps. La productivité n'est pas assez forte. Donc, avec ces prix, c'est un peu raisonnable. Quand on voit la transformation des noix de cajou, le processus n'est pas simple. Donc, quand on voit un châssis, un tout petit châssis à 500 francs, peut-être pour vous qui achetez, c'est un peu cher. Mais si on se rappelle du processus, du ramassage des noix de cajou, de la préparation, des gens qui font la sélection, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, nous, on appelle à beaucoup plus d'accompagnement pour industrialiser le domaine. Moi, je dis que quand on consomme local, voilà, il y a une main-d'œuvre, il y a une réduction du chômage, il y a du travail. Et cela va encourager la créativité concernant les habits que nous portons. Si tout le monde fait la même production, en tout cas, il n'y aura pas de créativité. Mais quand on sent que les gens veulent acheter et que le truc est accessible, ça va donner un fruit. Moi, je dis aujourd'hui, celui qui a conçu ce boubou, un artiste américain peut voir ce boubou, va faire la même conception. Est-ce que celui qui a fait la conception à la base va se retrouver en tout cas avec ses sous? Parce que c'est une production intellectuelle, c'est une question de créativité. Donc là, c'est une question d'encadrement, c'est une question de législation pour permettre aux gens d'avoir du droit sur ce qu'ils ont produit. Mais si on laisse aller comme ça, les gens ne vont pas pouvoir en tout cas savoir sur ce qu'ils créent, ce qu'ils conçoivent, et ça va pouvoir en tout cas aider les gens. Donc le consommé local, en tout cas, consommer local, c'est encourager les gens à créer. Le consommer local, c'est créer une main-d'œuvre. Parce que quand il y a une demande, une forte demande, il y aura forcément des gens qui vont travailler et que cette industrialisation va permettre à l'économie du pays de souffler un tout petit peu. Effectivement, et éviter l'exportation des produits bruts. Parce que généralement, on exporte nos produits bruts, ils sont transformés dans d'autres pays et on les revend un peu plus cher. Et voilà, même quand ces produits reviennent, mais consommer local, c'est manger sain. Parce que quand on importe des produits qui viennent en bateau, qui font des mois dans la mer avant d'arriver ici, mais on ne boit plus de jus d'orange, mais c'est des jus qui sont gelés qu'on nous envoie ici. Mais si aujourd'hui on fait en sorte que les gens qui cultivent puissent transformer ces jus d'orange, puissent transformer ces mangues en jus, mais on va manger sain et il y aura moins de pollution parce qu'il y aura moins de consommation de carburant. Et il y a assez de ressources naturelles au Sénégal. Si on prend la zone du sud, tout ce qui est transformation de produits comme la mangue, tout ça, les femmes font des vinaigres de mangue. Il y a des tonnes de mangue qui pourrissent chaque année. Donc si on transforme ça, je pense que non seulement ça tient la chaîne alimentaire toute l'année, mais aussi ça participe à l'atteinte de l'objectif qu'on s'était fixé depuis 2012.
et qu'on ne parvient toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, bon, en tout cas, c'est assez encourageant, mais il faut admettre aussi que l'État fait des efforts dans ce sens. Et il faudra juste qu'on fasse en sorte que tout le monde soit impliqué là dans les cultivateurs, voilà, et qu'il y ait des investisseurs, bien sûr, et que l'agriculture dépasse tout seulement le bay dundé, mais le bay dundal, faire en sorte que tout le monde puisse vivre de ça. Et je suis bien d'accord. Wasso, justement par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au restaurant que vous avez l'habitude de voir, au menu qu'on nous propose, est-ce qu'il y a assez de promotion autour du consommé local par rapport à ces chaînes de restaurants? Moi, je pense que déjà, il faut qu'il y ait ce travail-là. Mais je pense aussi qu'il faut que en faisant ce travail, les Sénégalais vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte. La main-d'œuvre, la ressource humaine, vous voyez comment la transformation, comment c'est compliqué. Et ce besoin-là d'industrialisation, d'avoir ces métiers, mais surtout ce besoin d'avoir un financement. Parce que c'est important et intéressant de dire aux gens, oui, il faut travailler sur le local, mais il faut avoir les moyens parce que ça coûte très cher. Et peut-être, moi, je me dis, je ne suis pas experte ni rien dans ce domaine, mais je me dis, j'essaie de comprendre des fois, et je me dis le pourquoi peut-être certains artisans choisissent d'exporter ou de cibler leurs produits. C'est parce que aussi ils attendent un retour d'investissement qui est important pour ne serait-ce que leur entreprise puisse continuer d'exister ou bien pour rembourser les dettes, etc. Mais je pense que nous sommes peut-être sur une très bonne tendance, on va dire. Maintenant, côté consommé, côté restauration, moi je pense que ça va, hein, les choses se passent bien. Moi, je vois beaucoup de femmes aujourd'hui, même s'ils n'ont pas un espace physique, on va dire, mais qui font de la vente en ligne, de la restauration ou de la boisson, ou en tout cas, la mangue aujourd'hui est transformée en beaucoup de spécialités ou beaucoup d'articles et c'est consommé. Je pense qu'il y a... J'ai un ami sur Facebook, par exemple, qui publie le travail d'un chef cuisinier qui fait des gâteaux à base de mangue, à base de plusieurs fruits. Et je pense que il y a aussi un manque peut-être de communication pour permettre aux Sénégalais lambda de se dire « Ah oui, ça c'est à ma portée, je peux aller goûter, je peux aller manger et trucs. » Mais je pense que peut-être qu'on va y arriver, mais il nous faut encore beaucoup de communication, beaucoup de déconstruction sur nous-mêmes. Et voilà. Aujourd'hui, je vois les jeunes qui aiment prendre le petit-déj avec du fondé. Moi-même, je suis partisane du fondé. Effectivement. Donc, je pense que c'est des choses qui commencent à arriver. Mais moi, je serais bien heureuse de voir aujourd'hui un restaurant qui me propose un menu vraiment local. Bon, en tout cas, moi, ça me ferait bien plaisir de voir un restaurant qui va proposer des mahal salom. Mais ça existe, hein? Bon, je veux dire entièrement, pas qu'il y ait des plats importés et d'autres plats qui sont faits ici. Un restaurant exclusivement réservé aux menus africains, concoctés, même si c'est des menus européens qui soient concoctés avec... Mais ça dépend des types de restaurants. Parce que, par exemple, les restaurants qui sont dans la banlieue, par exemple, je ne stigmatise pas, mais beaucoup de restaurants qui sont dans la banlieue, mais proposent du mahal salom, du bien sûr. Non, je veux parler de la grande chaîne de restaurants qu'il y a au Sénégal, celle qui produit réellement beaucoup de... un chiffre d'affaires vraiment assez énorme, qu'ils puissent prendre des choses de notre cultivateur qui est là, de notre transformatrice qui est là, parce que ça va aider ces gens-là à renforcer leur chaîne. Effectivement. Alors, revenant juste à ce que Wasso disait tout à l'heure, pour qu'il y ait cette main-d'œuvre, il va falloir que nous essayions d'adapter notre système éducatif aux besoins du moment. Parce qu'on ne peut pas vouloir développer une consommation locale et on continue à former les gens dans d'autres choses. Si on forme des gens sur des choses qu'on n'a pas besoin immédiatement dans le futur, ça sera un peu difficile d'atteindre cette masse de consommation locale parce qu'il n'y aura pas assez de main-d'œuvre, il n'y aura pas assez de gens qui vont travailler. Au final, on va devoir partir de l'autre côté du Sénégal pour que les gens viennent travailler chez nous. Et que quand ces gens travaillent chez nous, quand ils gagnent quelque chose, ils vont rentrer chez eux. Ce qui dit que la ressource elle-même ne reste pas ici. Donc il va falloir que nous essayions d'adapter notre système éducatif, partir vers les métiers et transcender ce type d'éducation que nous avons qui date de l'époque coloniale. Vraiment très, très, très classique. Et justement par rapport à ça, est-ce qu'il ne serait pas bien aujourd'hui de tendre vers... on a vu la privatisation des entreprises il y a très longtemps.
longtemps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas mieux que l'État puisse créer des entreprises, je dis de grandes firmes, surtout dans les régions les plus reculées, pour faire de la transformation, ce qui permettrait de créer vraiment de l'emploi et réduire le chômage? En tout cas, c'est tout à fait bien possible avec l'État et ses partenaires financiers qui vont pouvoir investir dans ce sens, ce qui va permettre aux gens de ne pas venir à Dakar, parce que c'est tout à fait trop difficile que tout le monde de tous les coins et recoins du Sénégal, que les gens puissent venir en masse à Dakar, ce qui va bloquer en tout cas les circulations. Il n'y aura pas fluidité avec les déplacements. Quand il n'y a pas fluidité dans les déplacements, il y a une économie qui se ralentit. Donc s'il y a l'accompagnement de l'État avec ses partenaires financiers, on va industrialiser. En tout cas, du côté de la Casamance, les gens en ont besoin parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter là-bas. Si on exploite là-bas, en tout cas, on va atteindre une certaine autonomie, une certaine autosuffisance en termes d'alimentation. Et effectivement, je me retourne vers Ouasso par rapport à cette question parce que aujourd'hui, bon, ça touche la femme certainement, donc je m'adresse à vous. Et par rapport aujourd'hui à l'accès à la terre dans les zones rurales pour les femmes, ça pose problème. Et on sait tous que les femmes sont vecteurs de développement et qu'elles sont vraiment dans tout ce qui est agriculture et transformation. Oui, effectivement, elles sont à la base de tout ce que vous venez de dire, par exemple, mais elles ont aussi un problème d'accès à la terre. Mais je pense que ça, c'est plus ancré dans notre société, en fait. Et c'est culturel. Alors, il y a à côté de ce problème-là d'accès à la terre, il y a ce problème de financement, en fait. On nous parle tout le temps de microfinancement, comme si les femmes n'ont pas encore cette capacité de gestion d'un financement réel, en fait, ou ce leadership-là pour gérer une entreprise réellement, alors que ce qu'elles font, c'est un travail extraordinaire. Surtout à l'intérieur du Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui cultivent le riz. Il y a beaucoup de femmes qui ont des entreprises dans la transformation des céréales locales, on va dire. Mais c'est toujours avec de petits financements qui fait que voilà, la femme a vraiment du mal à faire marcher réellement cette entreprise-là. Mais le problème réel de ces femmes-là, je pense, c'est les microfinances et l'accès à terre. Et donc, si l'État arrive aujourd'hui à régler ces problèmes-là, je pense qu'on aura fait beaucoup de chemin. Et effectivement, Lamine Manga, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi équilibrer peut-être le marché comme pour valoriser les produits qui sont à l'intérieur, peut-être un peu barricader la venue d'autres produits de la même nature, en quelque sorte? Alors, de ce que vous parlez, voilà, en quelque sorte, freiner beaucoup d'importation, si je comprends bien. Mais il faut qu'il y ait assez de production, en quelque sorte, assez de production avec la même qualité, parce que les gens sont assez exigeants sur ce qu'ils consomment et de ce qu'ils ont besoin dans leur ménage pour fonctionner en quelque sorte. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va falloir que nous essayions d'adapter notre école à nos besoins immédiats en termes de production, en termes de création. Parce que c'est un vaste marché qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de créativité. Mais quand les formations ne sont pas adaptées, on va continuer à importer. Et ce que nous importons, voilà, en quelque sorte, il n'y aura pas la même qualité si on faisait en sorte que la production intérieure puisse avoir une grande masse. Il va falloir qu'on ne se limite pas seulement à les former, à transformer des jus ou bien à transformer quelque chose qui ne va pas en tout cas pouvoir sortir en grande masse de chez nous. Il va falloir qu'il y ait des formations assez bien structurées, assez bien organisées pour des femmes avec un grand nombre pour que la production puisse être d'une grande masse et que pour que l'on puisse importer cela et on va arrêter, pour que l'on puisse exporter ça, on va arrêter de trop importer parce que le soble mbaye là, s'il y a beaucoup plus d'accompagnement, s'il y a assez de structure pour que l'on puisse conserver ça, on va prendre cette alimentation et on va arrêter d'importer le soble, d'importer le car ou bien d'importer la pomme de terre. Effectivement, et par rapport à l'engagement des jeunes, moi je pense que vous l'aviez souligné tantôt, certains jeunes ils pensent que le travail c'est d'aller à un bureau, de porter une chemise, une cravate. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas temps de, je vous emprunte votre mot, déconstruire cette idée-là de réussite et de travail? Oui, moi je pense que ça a déjà commencé. Parce que je vois déjà beaucoup de jeunes
qui parle d'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, je vais faire une petite parenthèse, on nous en parle comme si c'est quelque chose de très nouveau, de très fun, alors que nos mamans l'ont toujours fait. En fait, les mamans, je ne veux pas dire guinéennes ni stigmatisées, mais dans chaque coin de rue, on voit des femmes qui entreprennent, qui ont une petite table avec de l'arachide, quelques fruits. Elles sont de bonnes gestionnaires en plus. Exactement. Et donc, et pourtant sans business plan. Sans business plan, c'est ça en fait. Et donc, en parlant de business plan, peut-être que ce serait, c'est vrai, hein, je n'ai rien de contre, mais je pense que peut-être que ce serait encore bien d'alléger en fait cette histoire de business plan pour que les jeunes puissent comprendre, pour que ça puisse être beaucoup plus facile à utiliser. C'est vrai que c'est très pratique si jamais c'est très clair, si jamais c'est bien monté, mais peut-être que des fois à ce niveau-là ça bloque. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'ils manquent d'accompagnement, que ce soit financière, formation, et d'accompagnement aussi après avoir créé leur entreprise, parce que c'est de suivi, voilà, et je pense que ça commence bien. Et avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pratique. Lamine Manga, peut-être une petite contribution par rapport à ça. Alors, voilà, je voudrais juste rebondir sur la question du business plan, en quelque sorte qui freine un tout petit peu l'accès au financement, parce que c'est quelque chose d'assez long. On ne peut pas vouloir un financement de 500 000 ou bien d'1 million. On vous pose des questions qui s'étalent sur 10 à 15 pages. Ça vous rend un peu paresseux, ça ne vous encourage pas. Il va falloir que nous essayons de réduire ça, poser aux gens des questions beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, pour qu'ils répondent ça sur ce qu'ils voudraient faire, comment ils voudraient faire et comment ils vont y arriver avec les perspectives. Ça faciliterait certainement l'accès au financement à nos mamans, Lamine Katibi Manga. C'était vraiment intéressant, mais autre note, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce plateau naturellement sans parler de l'accident qui s'est produit au sein de Kaffrine et qui a causé 50 morts de nos concitoyens. Nous réitérons nos condoléances à l'encontre de toute la population sénégalaise. Des mesures ont été prises, Lamine Manga. Oui, Madigen. Sur ça, je voudrais... Encore d'autres mesures. Encore d'autres mesures, en quelque sorte. Alors, Madigen, c'est tout à fait trop difficile de perdre un être. Mais à plus forte raison que cela soit dans de pareilles circonstances. J'ai eu le cœur meurtri quand j'ai vu un homme qui dit qu'il a perdu sa femme et son enfant. J'ai eu le cœur meurtri quand j'ai vu la maman de l'activiste Kanka Moussa pleurer son fils. Alors, qui doit-on indexer? Il y a l'État qui s'est vraiment dédouané de toutes ses responsabilités en disant que voilà, la route était bien lisse, il y avait les feux de signalisation, le ciel était ouvert à 3 h du matin. On dit que le ciel était ouvert à 3 h du matin. À qui ces gens s'adressent? Il y a un ministre qui se dédouane encore de toutes ses responsabilités sur ça. Pourquoi voudrait-on prendre la faute et laisser ça à des gens qui sont sur la route? Oui, il y a des mesures qui ont été prises. Mais comment peut-on interdire aux véhicules de rouler entre 23 h et 5 h du matin? Moi, quand on interdit aux gens de rouler entre 23 h et 3 h du matin. Donc il y a des mesures qui sont prises, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup plus d'implication des acteurs, parce qu'il y a des mesures. On ne peut pas voyager entre Dakar et Casamance et laisser ces bagots à un autre véhicule qui va venir après nous. Donc il va falloir que nous, en tout cas, n'implique tout le monde, les acteurs, parce qu'on ne peut pas être au bureau et vouloir prendre des décisions pour celui qui est dans la route, donc sur la route. Il va falloir qu'il y ait beaucoup plus d'implication et que les gens puissent avoir beaucoup plus de lucidité sur la route. On ne peut pas être dans une voiture et vouloir faire des messages vocaux sur WhatsApp, faire du snap pour montrer ça à une communauté. Donc beaucoup plus de responsabilités des deux côtés, mais également des Sénégalais qui comprennent que la route, ce n'est pas quelque chose avec quoi on joue. Mais aussi, il y a une autre chose qui est importante, c'est que la voiture, une des voitures concernées, n'avait pas d'assurance. L'assurance était terminée et il n'avait pas de visite technique aussi. Et comment une voiture qui n'a pas toutes ses pièces a pu circuler de Dakar après Copenhague qui est café? L'État, quand ils ont voulu nous maintenir en couvre-feu à partir de 21 h, ils ont usé de tous les moyens pour le faire. Quand ils ont voulu arrêter les activistes, ils ont usé de tous les moyens pour le faire. Pourquoi il n'y a pas assez d'initiatives, en tout cas assez de volonté? Une voiture qui roule, qui dépasse des gendarmes avec des bagos bien allongés jusqu'à ce que cela puisse atteindre le ciel. Ça dépasse encore et encore des brigades, ça dépasse des policiers, tout cela. Mais c'est la faute à qui? Mais est-ce que l'État aussi ne devrait pas encore prendre ses responsabilités, puisse gérer tout cela, parce que tout cela c'est le fruit de la corruption. Et la corruption c'est quelque chose qui nous gangrène, qui nous suit de partout. Il va falloir que l'État aussi prenne ses responsabilités. Ils ont tous les moyens pour le faire.
C'est juste une question de volonté politique. Effectivement, on parle de responsabilité étatique, mais de responsabilité également du citoyen. Ouasso. Effectivement, et je présente mes condoléances à toute la population sénégalaise parce que je considère que nous sommes toutes et tous parents. Et je pense que les responsabilités sont partagées sur ce coup parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de décisions, de mesures, etc. De toute façon, nous sommes champions dans tout et il y a un manque de suivi. Mais il y a aussi un autre problème, une autre responsabilité du côté du Sénégalais et du chauffeur. Allant à la formation du chauffeur jusqu'à l'obtention de son permis, comment il se comporte dans la circulation, mais aussi du Sénégalais qui choisit de prendre ce moyen de transport aussi. Bien vrai qu'après, chacun y va en se basant sur ses moyens, mais aussi partager que les responsabilités puissent être, mais l'État, il y a une très grande responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas assez de policiers, on va dire, au niveau de ces routes, si les routes ne sont pas bien faites, si aujourd'hui l'éclairage fait défaut, mais même si la formation et le suivi ne sont pas bien faits, mais l'État parce que c'est l'État le garant de notre sécurité et donc s'ils ne le font pas et qu'ils prennent des décisions comme ça à va-vite, moi je pense que dans ces décisions il y a beaucoup d'émotions. En fait, il y a beaucoup d'émotions parce qu'interdire la circulation des véhicules à partir de 23 heures, je pense que peut-être c'est un peu sévère. Interdire aussi et il faut aussi se questionner sur comment ces véhicules-là sont arrivés au Sénégal. Voilà. Et l'état de ces véhicules quand ils arrivent au Sénégal. Et tout ça est contrôlé par l'État. Moi, je pense que les décisions devraient peut-être se prendre ailleurs et peut-être mieux investir sur la formation, sur l'accompagnement, mais sur la responsabilité, la citoyenneté, que ces chauffeurs-là ne prennent pas à la légère la vie des gens en fait. Parce que tu ne peux pas avoir un bus qui doit prendre 70 places, toi tu te débrouilles pour avoir 100 places et en plus tu décides d'amener des bagages mais que toi, en âme et conscience, tu sais que tu ne devrais pas prendre, en fait. Et après, voilà, la population va payer les pots cassés, on va encore pleurer. On a eu 3 jours de deuil national, on va encore oublier jusqu'à ce qu'une autre catastrophe arrive. On ne le souhaite pas, mais c'est la réalité des choses. Il faudra en faire face. Effectivement, à chaque fois, on prend des mesures, on ne les respecte pas, tant du côté de la population, parce que moi, normalement, en tant que citoyen, si l'État me demande de faire quelque chose, je ne devrais pas attendre qu'il y ait un policier derrière pour m'obliger à le faire. Et je suis parfaitement d'accord quand il parle de réduire la vitesse des voitures à 90 km à l'heure. Le syndicat des vendeurs de pneus qui font une petite grève, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'eux aussi, ils sont des travailleurs, ils sont des entrepreneurs, ils ont des marchés à gagner, ils ont des engagements et des banques à payer. Donc, on ne peut pas se lever un bonjour et dire qu'on va arrêter le travail. Madigen, par pneu occasion, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ce ne sont pas des choses qui sont neuves. Qui ont déjà été utilisées par contre. Oui. Donc, comment peut-on prendre quelque chose qui a été déjà utilisé, dont le propriétaire n'en veut plus, vous importez ça. Quand on importe ça, ça passe par le port autonome de Dakar. Qui règle ça? C'est l'État. Quand le bus vient avec 50 places, parce que j'ai eu en interview un certain Maba Diakhoufal, qui est un syndicaliste des transports, qui me dit que quand le bus vient, ça vient avec 50 places. On part ça au service des mines. Les experts eux-mêmes consultent la voiture et te disent que oui, effectivement, tu peux augmenter les places. Et quand tu augmentes les places, tu perds. Donc c'est l'État lui-même qui accepte que l'on augmente les places. En revanche, il vient de dire que ce sont les chauffeurs qui doivent enlever les Versailles. À qui la faute? À qui la responsabilité? Donc, d'où l'importance de comprendre que l'État elle-même, en tout cas, n'a pas assez de volonté politique pour régler le secteur du transport. On se déplace en permanence. On échange des marchandises en permanence. Donc c'est un secteur à prendre en compte, d'où l'importance de prendre la bonne personne à la place qu'il faut. Au Sénégal, on voit des ministres experts à tout. Aujourd'hui, tu es ministre de ceci, demain tu es ministre de cela. C'est quoi ça? Pas de spécialité. Pas de spécialité. Et raison pour laquelle il y a des gens qui ont demandé
la démission du ministre et celui lui-même qui sort pour dire que je ne démissionnerai pas. Quand il y a eu l'accident des bébés là à Tivaouane, le ministre, on lui a même pas donné l'occasion de revenir à Dakar pour le licencier. Il a appris son licenciement depuis Tivaouane avec 11 bébés. Il y a quelqu'un qui prend 40 morts avec plus de 100 blessés. Il n'y a rien qui est fait. À qui la faute? Toujours des mesures et des morts sans sanction. On ne suit jamais jusqu'au bout la procédure et c'est bien dommage. Et on prie pour que ça s'arrête là, à cet événement, à ce deuil national qu'on a subi cette semaine. C'était le tour des thèmes que nous avions choisis aujourd'hui pour faire ce plateau de la loupe. Lamine Manga, merci d'être venu. Merci Madigen. Et je voudrais juste terminer par ces mots du président Kéba Mbaye qui disait que la fidélité est obligatoirement réductrice. Parce qu'elle postule un choix et fatalement, comme dirait André Gide, le rejet de ce que l'on ne choisit pas. Raison pour laquelle nous restons toujours fidèles à l'idée selon laquelle les choses peuvent changer, les choses peuvent avancer, bien sûr avec l'appui des femmes, avec l'appui voilà, de tous les Sénégalais. Et Inch'Allah, cela va aller, Inch'Allah. Merci de nous accueillir sur le plateau. Nous l'espérons bien. Une belle pensée positive à transmettre à la jeunesse. Wasso, merci d'avoir répondu à l'invitation de Women First TV. Oui, merci à Women First TV en première ligne. Donc, quand il s'agit des femmes, c'est avec plaisir que je réponds en tant que féministe et en tant que femme. Et je pense que la discussion a été très importante et j'espère que tout ce qui va s'en sortir sera vraiment bénéfique pour la population sénégalaise, on va dire. Et merci à toi pour cette invitation. C'était un grand plaisir. Et comme je vous l'avais dit à l'entame, nous avons fait le tour de nos 3 thèmes choisis que sont la promotion du consommé local au Sénégal, facteur de recherche de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons également parlé des dérives de la 14e législature, de l'hémicycle en tant que tel et de son fonctionnement, surtout de l'aspect de la présence des femmes à l'Assemblée. Et nous avons terminé avec une note très triste, que est l'accident qui s'est produit à Kaffrine, occasion pour nous de parler de la sécurité routière. C'était tout pour ce rendez-vous de la loupe de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec d'autres invités.